Les origines de ces associations des pierres avec les mois sont très anciennes. On prétend qu'un historien juif du 1er siècle, Flavius Joséphée, aurait été le premier à établir ces correspondances. Plus tard, les prêtres de l'Église latine allaient les maintenir. Alors maintenant, allons découvrir la pierre du mois de janvier, le grenat. En fait, le grenat n'est pas une gemme en tant que telle, c'est plutôt un ensemble de minéraux. C'est ce qui explique sa si grande variété de couleurs. Enfin, on la retrouve dans toutes les couleurs à l'exception du bleu. Elle a aussi une transparence qui peut dévoiler de très beaux éclats, allant jusqu'à l'opacité. Au-là, elle va nous dévoiler le phénomène optique appelé l'astérisme. En ce qui concerne les grenats rouges, les deux plus populaires, les deux plus connus, sont, comme on le voit sur la photo ici, le pyrope et l'almandin. En 1974, ils ont découvert un grenat qui contient et de l'aspersactite et du pyrope. Nous appelons cette pierre la malaya. Très rare, très dispendieuse et, dit-on aussi, très mystérieuse. Lorsque notre grenat est constitué de pyrope et de l'almandin, nous obtenons un grenat d'un rouge un peu plus violacé, que nous appelons de la rhodolite. Une autre variété des grenats qui est très appréciée est le glossulaire. Les deux plus connus du glossulaire sont la tsavorite, qui a un vert exceptionnel, d'ailleurs qui s'apparente beaucoup à l'émeraude, et l'essonite, qui, elle, est davantage dans les teintes d'orangé à brunâtre. Le grenat que nous voyons ici est le démantoïde, sans doute un des plus appréciés dans les tons de vert. Il y a un petit peu de jaune à l'intérieur et il a une brillance et un éclat hors du commun. Les nombreuses variétés de grenat nous offrent une gamme de qualité et de rareté uniques. Ainsi, des grenats se vendent de 20 $ le carat à 500 $ de carat. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. L'améthyste, la pierre du mois de février. La couleur de l'améthyste varie du violet au pourpre. C'est une pierre qui est transparente et qui a un lustre vitreux. Sa dureté est élevée, donc elle est résistante au choc. Malheureusement pour les bijoutiers, elle est très sensible à la chaleur. Une améthyste qui est chauffée peut même changer de couleur. C'est la gemme la plus estimable des quartz. L'améthyste de Sibérie se distingue de toutes les autres, et ce, à cause d'une qualité exceptionnelle grâce à une uniformité et une intensité de couleur unique. Il ne faut pas négliger les autres quartz, qui ont beaucoup à nous offrir. Allons les découvrir. La citrine, ce sont tous les quartz qui varient du jaune à jaune orangé à orangé brunâtre. Un quartz composé et de citrine et d'améthyste s'appelle une citrine améthyste. Et le quartz fumé, un des quartz les plus populaires. L'œil de tigre, phénomène optique rencontré chez les quartz. Le quartz rose, apprécié autant comme gemme que comme pierre ornementale. Et ici, nous voyons une sphère de rutile, inclusion très présente dans le quartz. L'aigle marine, la pierre du mois de mars. Allons voir ses caractéristiques. L'aigle marine est de la même famille que l'émeraude, c'est-à-dire du béryl. Et maintenant, parlons de sa couleur, qui varie dans les teintes de bleu, un bleu unique, parfois avec quelques reflets verdâtres. Il faut dire que l'aigle marine est une pierre trop peu connue, à cause justement d'une gamme de couleurs qui lui est unique. Les mythes et les légendes abondent au sujet de cette pierre. En voici quelques-unes.
Le diamant, une pierre fabuleuse qui se distingue de toutes les autres pierres sur deux points en particulier, son scintillement et sa dureté. Lorsque vous faites l'achat d'un diamant, il est très important que le bijoutier vous explique les 4 C de votre diamant, c'est-à-dire ses critères de valeur, qui sont bien sûr sa couleur, et il y en a de nombreuses, sa pureté, alors là nous allons parler des inclusions du diamant, son poids, bien important, et on va terminer par sa taille qui explique son si beau et si unique scintillement. Alors nous allons aller voir plus en détail les couleurs du diamant. Voici l'instrument qu'on utilise pour juger de la couleur des diamants. Alors, grâce à cet instrument, avec lequel on utilise bien sûr des comparaisons avec des pierres maîtresses, nous pouvons maintenant parler avec les lettres de l'alphabet correspondant à différentes couleurs. Vous allez remarquer que les premières, soit le D, E et F, on parle d'un blanc exceptionnel et de blanc extra. Ce sont des pierres sur le marché qui sont très rares et très dispendieuses. Et croyez-moi que ça prend un instrument pour distinguer une couleur D d'une couleur E. En ce qui a trait au G et H, je considère que c'est sans doute les pierres les plus intéressantes à se procurer, car elles demeurent blanches, sans aucune teinte à l'intérieur, et sont beaucoup plus raisonnables au niveau du coût. Les J, ce sont peut-être les couleurs les plus répandues sur le marché. Elles ont une petite nuance de couleur, pas facilement perceptible à l'œil, mais qui commence à enlever un peu de beauté à la pierre. De K à L et les M en descendant sont des pierres vraiment moins intéressantes parce que le degré de couleur est à ce point important qu'on a l'impression que notre pierre est sale, qu'elle a besoin d'être nettoyée. S et Z, on va le voir à la fin de ce film, sont des pierres exceptionnelles d'une couleur très intense, aussi dispendieuses sinon plus que les D et les E. Alors maintenant, parlons pureté. Mais qu'est-ce qu'une inclusion? Toutes les pierres ont des inclusions. Alors le diamant aussi, bien sûr. Et pour distinguer ces inclusions, le gémologiste ou le diamantaire le fait toujours avec une loupe qui grossit 10 fois. Nous voyons ici une inclusion sur la gaine, sur le rondi du diamant. Alors, des lignes de polissage, des inclusions encore sur la gaine et la colette, la pointe de la pierre qui peut être abîmée. Il y a des inclusions internes et externes sur le diamant. Mais là encore, nous avons un tableau pour nous aider. Un tableau qui doit vous être spécifié lors de l'achat d'un diamant. Alors, FL, le flawless, alors ça, c'est une pierre extrêmement rare qui n'a aucune inclusion interne et externe.
L'internal flawless, donc absence d'inclusion à l'intérieur de la pierre. Les VVS sont aussi de très belles pierres et très rares. Il est très difficile, même à la loupe Gaussier-10 de voir les imperfections. Les VS1 et VS2 sont encore intéressants, moins dispendieux et croyez-moi que ça prend un bon œil pour voir les inclusions à la loupe. Les SI1 et 2 sont sans doute les pierres les plus courantes, car l'avantage c'est qu'elles sont beaucoup moins dispendieuses et qu'on ne peut voir l'inclusion à l'œil, ça prend la loupe. Les P1, P2, P3, la pierre devient fragile car les inclusions non seulement sont visibles à l'œil, mais peuvent venir enfreindre la solidité de votre pierre. Et maintenant, pourquoi un diamant brille? Eh bien, c'est sa taille et ses 4 types d'éclats. L'importance de la taille est trop souvent négligée, car c'est grâce à elle que le diamant aura un maximum de brillance et de scintillement. Vous avez bien sûr l'éclat externe, interne, ce qu'on appelle dispersif, et bien sûr l'éclat de scintillement. Certains pays vont tailler les pierres en accentuant la profondeur de la pierre. Malheureusement, la pierre est plus lourde, mais elle manque d'éclat. Et certains autres pays vont favoriser la grosseur de la pierre. Alors, si la pierre déroge des normes, eh bien là encore, la lumière se perd et le diamant va avoir beaucoup moins d'éclat. Maintenant, parlons poids. Il va sans dire que 2 diamants de même qualité, c'est-à-dire de même taille, pureté et couleur, est bien le plus gros et le plus rare, donc le plus dispendieux. L'émeraude, cette fabuleuse, la pierre du mois de mai. Allons voir maintenant ses différentes caractéristiques. L'émeraude est très appréciée à cause de sa couleur, un vert qui la distingue de toutes les autres pierres. Et maintenant, nous allons parler de ses propriétés. Ce béryl doit sa couleur à des atomes de chrome ou d'oxyde de vanadium. Mais si nous remplaçons ces atomes de chrome ou d'oxyde de vanadium par du fer, alors nous obtiendrons une autre pierre qui est la sœur de l'émeraude, c'est-à-dire l'aigue-marine, qui est d'un bleu assez unique, pour ne pas dire incroyable. Maintenant, parlons de ses sources d'extraction.
Les inclusions dans une émeraude sont inévitables. Alors maintenant, parlons un peu de sa pureté. La perle, la pierre du mois de juin. Nous nous dirigeons vers le Japon. Nous voici à la ferme de perliculture d'Agobe, située au Japon. Nous parlerons donc de perles d'eau salée. Nous voyons sur cette image des radeaux. Chacun de ces radeaux contient en moyenne 60 cages d'huîtres pour un total de 3000 à 3600 huîtres. Mais, comme toutes les formes de culture, la culture des perles dépend aussi de la chance et des aléas de Dame Nature, en plus bien sûr des compétences des perliculteurs. Mais, quelle que soit leur assiduité à faire leur métier, les fermiers sont dépendants des caprices de la nature, car des orages, des chaleurs ou même des froids intenses pourraient dévaster tout un lit de mollusques. En conclusion, il est important de faire la distinction entre la perle d'eau salée et la perle d'eau douce. Le point le plus important est de se souvenir qu'une huître perlière d'eau salée donne en moyenne 2 perles et l'huître peut rarement subir une autre greffe. En contrepartie, l'huître perlière d'eau douce peut subir plus de 20 incisions et ainsi produire plus de 20 perles, et l'huître ou mollusque peut être cultivée pendant de nombreuses années. Ainsi, une huître perlière d'eau douce peut produire des centaines de perles. C'est donc pour une raison de rareté que la perle d'eau salée est à ce point plus dispendieuse que la perle d'eau douce. Le rubis, la pierre du mois de juillet, une pierre que l'on retrouve dans les teintes de rouge et qui est de la même famille que le saphir, c'est-à-dire du corindon. Maintenant, allons voir ses caractéristiques. Ici, nous voyons un très bel exemple d'un rubis brut qui est encore dans sa géode. Quelle couleur! Souvent, la qualité du rubis est reliée à ses sources d'extraction. Les plus beaux rubis du monde nous proviennent de Birmanie. On les appelle de couleur sang de pigeon. Les types d'inclusions qu'on retrouve dans les pierres nous aident à identifier les pierres. Exemple, le rubis et le saphir étant tous les deux du corindon, eh bien les inclusions qu'on retrouve dans un saphir rose vont différencier des inclusions du rubis. Et cet outil nous est utile pour tous les types de pierres. En voici quelques exemples. Le péridot, la pierre du mois d'août.
maintenant, allons voir ses caractéristiques. Le verre mousse et le verre jaune du péridot ne s'apparentent à aucune autre gemme. Dépourvu d'inclusion majeure, sa transparence est remarquable. La pierre de naissance du mois d'août gagne à être connue. Il y a cependant une petite mise en garde. Le saphir, la pierre du mois de septembre. Allons voir ses caractéristiques. Vous allez sans doute être étonné d'apprendre qu'il existe des saphirs de différentes couleurs, mis à part le bleu qui est le plus connu et le plus apprécié. Je dirais que la pierre Patparadscha, un saphir dans les teintes de rose orangé, est particulièrement recherché par les collectionneurs. Mais le saphir de Cachemire demeure celui qui est le plus vendu, le plus apprécié. Sa forte intensité de bleu mêlée à du violacé le rend unique. Et maintenant, nous allons entrer dans la pierre par le biais du microscope et découvrir ses inclusions, ces parcelles de minéraux qui se sont incrustées dans la pierre lors de sa formation. L'opale, la pierre du mois d'octobre. Principalement constituée d'eau, l'opale est une pierre malheureusement très fragile. Elle peut être transparente jusqu'à opaque. Et son lustre est qualifié de vitreux. Maintenant, allons voir comment est constituée une opale. Et maintenant, allons admirer ces différentes variétés. L'opale blanche est la plus connue, la plus vendue. Et la noire, j'avoue, a beaucoup de mystère. L'opale de feu est moins connue, mais très appréciée. Et attention, elle est fragile. Voici les soins à lui apporter. La topaze, la pierre du mois de novembre. Il fut un temps où, faute de savoir la différence, on appelait topaze toutes les pierres de couleur jaune. Heureusement, la connaissance des gemmes, beaucoup plus étendue depuis, distingue les diverses espèces de pierres, aussi semblables soient-elles. Et maintenant, admirons les différentes variétés de topaze.
Et maintenant, découvrons l'univers de ces inclusions. Et maintenant, parlons de la façon d'estimer, d'évaluer, de juger de la qualité d'une topaze. Et la dernière des pierres, c'est-à-dire celle du mois de décembre, le zircon. Allons voir ses différentes caractéristiques. Il ne faut pas oublier que le zircon fut pendant de nombreuses années, et encore aujourd'hui, la doublure du diamant. Cette pierre nécessite une taille experte afin d'obtenir un éclat maximum. Le lapidaire exécutera un travail d'une valeur artistique indéniable, car c'est bien souvent au cours de cette étape qu'une pierre retrouve toute sa splendeur. Malheureusement, le zircon se raye facilement, alors il faut faire attention aux égratignures. Alors maintenant, parlons qualité, donc couleur.